Bien, pour clôturer cette magnifique première journée de l'AIM, merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles pour ce rendez-vous qui se poursuivra demain matin. Nous recevrons Luc Julia et nous aurons une deuxième journée de débat. Nous allons clôturer ce débat sur le thème « L'Europe peut-elle relever le défi de l'intelligence artificielle ?» Et ça a un peu traversé depuis ce matin, pour celles et ceux qui étaient là, toute la journée de cette première journée de l'AIM. Et j'ai le plaisir de recevoir pour en parler Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Et donc c'est aussi à ce titre que vous êtes là, mais également conseiller spécial aujourd'hui de ASML. Vous connaissez bien cette entreprise qui est une pépite européenne et qui a fait un investissement majeur dans Mistral, notre pépite de l'IA. Donc on parlera avec lui de ces enjeux. Et à côté de lui, Pascal Cagny, le président de Business France. Business France, c'est évidemment Choose France, quelque part. C'est presque tout ce que fait Emmanuel Macron avec Choose France passe par Business France. Et c'est Pascal qui voit passer tous les projets d'investissement étrangers et également les projets français d'ailleurs. Et il est également investisseur. C'est un ancien des GAFA, mais je dirais qui est revenu au pays, un ancien d'Apple et qui est aujourd'hui également investisseur avec son fonds C4 Venture. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de venir clôturer ce forum. Alors, je pense que, on l'a vu, on l'a dit toute la journée, on s'est posé la question de savoir si on avait perdu la bataille. La bataille du numérique, vous allez me dire, peut-être Bruno Le Maire, elle est perdue depuis longtemps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'IA, finalement, est-ce que les atouts spécifiques de la France, de l'Europe, est-ce qu'on peut finalement se redevenir un peu optimiste et les lister et se dire, on n'a pas forcément perdu la guerre? Alors, en bon gaulliste, je vous dirais que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre de l'intelligence artificielle. Et qu'il n'est jamais trop tard pour livrer ce combat-là et permettre à l'Europe, au XXIe siècle, d'avoir son intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis. Encore faut-il comprendre ce dont on parle quand on dit IA. C'est au moins trois choses pour simplifier à l'extrême. C'est l'application que vous avez sur votre portable, le chat ou ChatGPT. C'est les semi-conducteurs, qui sont l'élément le plus stratégique au XXIe siècle pour définir ce qui sera une puissance et ce qui ne sera pas une puissance. Et c'est le calcul quantique qui va permettre de démultiplier encore plus la puissance de l'IA et la puissance de ces fameuses puces et de ces fameux semi-conducteurs. Quand on regarde la situation européenne, je dirais que la grande faiblesse européenne, c'est la fragmentation. Dans le fond, l'Europe, ce n'est pas un continent, c'est un puzzle. On a toutes les pièces pour composer une intelligence artificielle, mais elles ne sont pas rassemblées. On a, bien entendu, la meilleure entreprise en termes de gravure, ASML, qui fait de la lithographie avec des UV profonds et qui permet de graver des plaques de silicium jusqu'à 2 nanomètres. C'est-à-dire 100 000 fois plus petit que l'épaisseur de votre cheveu. C'est unique au monde. C'est unique au monde et c'est probablement le plus grand atout technologique de l'Europe aujourd'hui d'avoir ces machines extraordinairement sophistiquées qui sont construites à Eindhoven, au nord du Pays-Bas, livrées à la Chine, à Taïwan, aux États-Unis, malheureusement pas en Europe, parce qu'on ne grave pas des puces de cette taille-là, mais on a une technologie qui est unique au monde. On a les meilleurs laboratoires au monde. Il y a sans doute plein de scientifiques dans cette salle. L'IMEC en Belgique ou le CEA Leti à Grenoble, c'est probablement les meilleurs laboratoires scientifiques sur l'intelligence artificielle, sur les semi-conducteurs qui existent au monde. On a des producteurs comme Infineon ou comme ST Microélectronique à Crolles, près de Grenoble. Donc nous avons tout pour réussir. Pourquoi est-ce que nous n'y arrivons pas? Parce que tout cela est dispersé. Et que nous n'utilisons pas l'atout numéro 1 de l'Europe, qui est son marché de 450 millions de consommateurs. Donc si vous me disiez quelle est la seule décision politique à prendre, la première, c'est rassembler nos forces. La deuxième, c'est faire preuve d'innovation, d'audace, de créativité, plutôt que de toujours vouloir réguler, contraindre, encadrer. Et la troisième, c'est de faire du marché une arme au service du développement. Mais Bruno Le Maire, j'ai l'impression de lire le rapport Draghi quand vous dites ça. Oui, le problème du rapport Draghi, c'est qu'il est sorti il y a 1 an et demi et que, comme toujours en Europe, aucune décision n'a été prise pour le mettre en œuvre. Moi, si j'avais une recommandation à faire, c'est de dire 30% de tous les semi-conducteurs qui sont utilisés en Europe doivent avoir une origine européenne. Et le jour où vous imposez ce contenu européen
aux voitures électriques, aux avions, aux satellites, aux lanceurs spatiaux, à la domotique, à vos portables que vous utilisez actuellement dans vos portables, vous n'en achetez plus en Europe s'il n'y a pas 30% de semi-conducteurs européens. Et bien là, tout d'un coup, vous utilisez la masse considérable d'épargne, les 3 000 milliards de marchés publics européens, au service de la production industrielle européenne. Et là, vous pouvez encore gagner la partie. Alors, Pascal Cagny, ce constat que fait Bruno Le Maire, vous le partagez, j'imagine, on a des atouts. Est-ce qu'on met en œuvre les leviers suffisants, effectivement, y compris à l'échelle française, hein, il y a eu le sommet IA pour l'action, on a pris des décisions. C'est un discours très gaullien. Est-ce qu'on les met en œuvre? On rassemble et on fait preuve d'audace. Mais il faut peut-être se confronter au fait que si on reprend votre propos qui était de dire que sur les processeurs, on est loin. Si on admet qu'aujourd'hui, on a moins sur le cloud face aux hyperscalers, 1/6 de part de marché. Si l'on admet en fait que sur le capital déployé, on est dans un ratio de 1/6, il y a un chiffre magique dans l'Europe, c'est toujours 15% ou 1/6. Quoi qu'on fasse, on est toujours à 1/6 des Américains. Et si on admet ça et qu'on se dit peut-être que sur cette chaîne de valeur ajoutée, il faut pouvoir processer de l'information. Il faut le faire dans des data centers. Il faut le faire avec des modèles importants qui, pour l'essentiel, à l'exception d'une autre, celui de Mistral, sont aujourd'hui aux mains des États-Unis ou de la Chine. Moi, je pense qu'une façon de reprendre cela, alors que le train a déjà bien quitté la station, c'est de se focaliser sur une seule et simple idée. Pour revenir sur votre propos, qui est celui des 450 millions de clients, c'est les applications. Finalement, vous et moi, ces 450 millions de clients ne vivent qu'une seule chose, de leur téléphone ou de leur Mac ou de leur PC. Et pour cela, il faut qu'on développe une économie de l'applicatif extrêmement forte. Et on a les atouts pour le faire. 17% du pays mondial, c'est celui de l'Europe. Ce n'est pas totalement négligeable face aux 26% que représentent les États-Unis. C'est un ratio de 1 à 1,5. On est encore sur les 15, mais ce n'est pas un ratio. C'est pas un sixième. Voilà. Et donc, faisons en sorte qu'on utilise toute notre énergie, notre savoir-faire, que peut-être on mutualise aussi notre patrimoine pour aller chercher, selon le rapport Draghi, un autre 750-800 milliards d'investissements conjoints qui soit une sorte de mutualisation des ressources. Et que là, on décide de prendre, avec un effet de tempête, tout ce qui est lié aux applications. Pourquoi? Pour extraire de la productivité. Qu'on ne se leurre pas. L'Allemagne est à 0% de croissance parce que l'industrie automobile est sous une pression incroyable de la Chine. Mais elle va revenir. On sait qu'il y a des cycles dans ce système-là, et typiquement dans l'automobile. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse très très peu de choses, très peu, et qu'on se focalise en formation et en mutualisant nos ressources sur les applicatifs. Parce que la réalité des choses, c'est que vous et moi, peut-être que nous n'aurions pas investi dans Gemini, Copilot et Mistral. On n'a pas trouvé encore un modèle économique. Beaucoup d'argent déployé, peu d'argent retourné, et avant très longtemps. Par contre, ce qu'on sait, c'est que lorsque vous êtes une industrie, un vertical, demandez aux avocats sur ce qu'on appelle le legal tech, dans ce qu'on parle de la real estate, c'est-à-dire de l'immobilier, le prop tech, et que là, vous leur amenez une façon consciente, efficace de pouvoir extraire la productivité, là, on monétise tout d'un coup ce vertical. Et si vous vous rappelez bien, on a une sorte d'hiver démographique. En Italie, c'est terrible. En Allemagne aussi. On n'y est pas encore, mais on a quelques challenges. Et donc, il est inévitable qu'on rentre sur les applications. Et pour conclure, il ne s'agit pas simplement de penser aux applications où souvent on a la métaphore facile du software, du logiciel, du code que l'on écrit. Il y a une nouvelle dimension très forte qui revient, c'est ce qu'on appelle le physical AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui est appliquée au monde de l'atome et du matériel. Et là, une fois encore, l'Europe a quelques vrais arguments. C'est travailler et embrasser totalement la révolution du robot. Donc, pour répondre à votre question, mon cher Philippe, je crois qu'on doit absolument utiliser le marché, qui est un de nos actifs très clairs, continuer à célébrer nos quelques acteurs, mais qui sont quand même l'arbre qui cache la forêt, et se focaliser une seule chose, faire en sorte que cette fois-ci, les Européens qui n'ont pas embrassé la révolution du PC, du mainframe, du mini, de l'Internet, du mobile, de la même façon que les autres, qu'ils deviennent, eux, les premiers à épouser l'intelligence artificielle. Et si on fait ça, on a vraiment une chance de recréer une industrie et de la richesse qu'on va pouvoir partager pour
subvenir à notre État-providence. Alors, en vous écoutant, me vient à l'idée, quand on voit ce qui s'est passé lors des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, la notion de codépendance. Qu'on a vu, ce qui a bien marché pour les Chinois, c'est qu'ils ont fermé l'accès aux terres rares. Les Américains ont dit « Oula, ça va nous poser un vrai problème ». Est-ce que pour l'Europe, finalement, ce que vous êtes en train de nous dire l'un et l'autre, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'on va pouvoir être les meilleurs partout. Il y a des batailles qui sont perdues. Il faut peut-être le reconnaître, il faut peut-être investir dans un cloud souverain spécialisé pour tout ce qui est données très sensibles, mais on ne sera jamais à la taille des hyperscalers de Google, de Microsoft ou d'Amazon. D'investir pour être effectivement bon dans les domaines spécialisés, mais surtout de faire des choix. Et c'est ces choix, moi j'ai l'impression qu'il y a à la fois le problème de la fragmentation, donc il faut défragmenter l'Europe, mais il faut peut-être aussi focuser les investissements dans les quelques domaines. L'automobile, peut-être, la voiture de demain, la voiture autonome, l'espace, le spatial, les satellites. Ça, on n'arrive pas à le faire ensemble. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, vous connaissez bien ça, vous l'avez vécu comme ministre. Entre la France et l'Allemagne, c'est dur, les coopérations, en réalité. Le drame européen, il se résume en deux mots pour moi. D'abord, la peur de l'avenir. Ça ne sert à rien d'investir dans l'IA si vous ne croyez pas dans l'avenir. Il y a devant moi des jeunes qui doivent avoir 18, 20, 25 ans. Si vous n'avez pas envie de dévorer l'avenir, ça ne sert à rien, effectivement, d'investir dans l'IA, dans les puces, dans le calcul quantique. Si ça vous terrorise, laissez tomber. Mais si vous vous dites à l'inverse, que l'histoire de l'Europe, elle est devant nous et pas derrière nous, et qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra mieux traiter les cancers, voire faire du cancer une maladie comme les autres, garantir plus de sécurité et plus de sûreté sur les centrales nucléaires, mieux gérer l'énergie, mieux observer les phénomènes climatiques, mieux prévoir les tempêtes, mieux prévoir les bouleversements liés au réchauffement climatique. Là, vous vous dites, tiens, c'est formidable d'investir dans l'avenir et c'est formidable d'investir dans l'IA. Il faut opérer cette révolution mentale, sinon on ne peut pas y arriver. La deuxième, c'est de comprendre que nous sommes forts, mais que nous ne voulons pas utiliser notre force. Si nous avions négocié, unis en position de force, comme le président chinois l'a fait avec le président américain, nous n'aurions pas eu 15% de tarifs sur les biens européens. Il suffisait de dire que l'on fermait l'accès à notre marché. Après, je rejoins ce que vous dites, Philippe, et ce qui vient d'être dit par Pascal. Oui, il faut faire des choix. Il faut avoir une stratégie à 25 ans ou 30 ans, nous y tenir, et savoir exactement ce que nous voulons comme résultat. Ce que je propose, c'est qu'on se dise qu'on peut retrouver 10% de part de marché sur les semi-conducteurs. L'Europe dit dans le CHIPS Act 20%. 20%, c'est hors de portée. Donc, ayant quitté la politique, ces espèces de grandes ambitions. Aujourd'hui, vous êtes dans les semi-conducteurs. Voilà, je suis dans les semi-conducteurs. Je veux dire que ces grandes déclarations politiques, on vous dit on va faire 20%, 30% de part de marché. À partir du moment où c'est réaliste, vous trompez les gens et c'est pas mobilisateur. Donc, fixons-nous des objectifs atteignables. Bien. Des objectifs réalistes. Déjà 10%, la vitesse où se développent les semi-conducteurs dans le monde. On est aujourd'hui à 7 ou 8% de part de marché. Si on arrive à maintenir 10% dans les 20 ans, ce sera déjà un exploit. 10% de semi-conducteurs produits sur le sol européen. C'est 10% d'un marché de dizaines et de centaines de milliards. C'est 10% d'un marché qui représente aujourd'hui plus de 600 milliards de dollars. Donc c'est absolument considérable. Deuxième chose, regardons quelle technologie nous voulons posséder. Est-ce qu'on reste sur les technologies du tout venant, c'est-à-dire les semi-conducteurs au-delà de 15 nanomètres, ou est-ce qu'on se fixe comme objectif d'atteindre le 2 nanomètres? Moi, je n'ai aucun doute qu'il faut que l'Europe ait accès aux 2 nanomètres et que dans les puissances du XXIe siècle, le partage se fera entre ceux qui produiront des semi-conducteurs de 2 nanomètres ou moins et qui auront donc les meilleurs missiles, les meilleurs guidages, les meilleures informations, les meilleures structures d'information, les meilleurs réseaux comme Starlink pour communiquer partout à travers la planète, pour observer, pour surveiller, pour contrôler, et ceux qui ne l'auront pas. Chine, États-Unis, c'est garanti, ils l'auront. L'Europe, ce n'est pas garanti. Donc nous devons nous battre pour avoir accès aux 2 nanomètres. Et pour avoir accès aux 2 nanomètres, il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous n'y arriverons pas tout seuls. Et qu'il faut qu'il y ait une coopération, notamment avec Taïwan. Observez une chose très intéressante. Quel est le premier dirigeant d'entreprise privée qui ait reçu le président Donald Trump dans la Maison-Blanche et son bureau ovale? C'est le président de TSMC, le géant taïwanais, qui est le seul au monde à savoir produire, grâce aux machines d'ASML, des puces de 2 nanomètres ou moins. Enfin, tout dernier point, il faut qu'on soit rapide. Une des grandes faiblesses européennes, c'est non seulement la fragmentation, mais c'est qu'entre le développement scientifique et le développement industriel, il s'écoule entre 18 et 24 mois.
là où aux États-Unis, avec l'intégration très puissante qui a été opérée entre les laboratoires, les industriels et les chercheurs, en 6 mois, vous passez de la recherche fondamentale au développement industriel. Il faut que l'Europe croie dans l'avenir et qu'elle fonce. Pascal, sur ce point, ces coopérations notamment. En reprenant la même ligne de pensée, ce qu'on dit finalement, c'est que il faut garder un sentinelle sur chaque maillon de la chaîne de valeur ajoutée. On a ASML, on a maintenant Mistral. Il faut s'assurer que avec le partenaire de TSMC, on puisse produire et pas simplement être un producteur sur les chips. Mais parlons quand même des chiffres. Lorsque TSMC investit sur une prochaine usine à 2 nanomètres aux États-Unis, c'est un investissement de 35 milliards. Cet investissement est à comparer à ce que l'Europe tout entière, 27 pays, 17% du PIB mondial, parle d'un Invest AI Act de 50 milliards sur ce thème-là. Et donc, son client, il pèse 5 000 milliards de dollars, notamment Nvidia. Donc il y a ce phénomène qu'on appelle une bulle, mais qui fait une puissance financière énorme. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une conscience extrêmement pointue de nos forces et de nos faiblesses, reconnaître où on doit jouer et ne pas jouer, et embrasser, c'était le propos de cette idée de faire en sorte que cette nouvelle génération puisse embrasser cette révolution AI et faire en sorte que l'Europe soit au devant de cela. Et on a quand même revu, moi qui ai passé 30 ans de ma vie à travailler pour des sociétés américaines et une des plus symptomatiques et iconiques qui soit, qu'est-ce que j'ai vu en France? J'ai vu en 12-13 années, Bruno, Philippe, un changement matériel du mode de pensée des 18-25 ans. Le rôle modèle, pendant 20 ans, ma génération, c'était de devenir un homme politique. Au début des années 2010-2012, vous posiez la question aux 18-25 ans, qui veut devenir un entrepreneur? Vous aviez moins de 13% de gamins qui voulaient devenir entrepreneurs. Aujourd'hui, vous posez la question, on est à 66%. Et donc, ce qu'il faut, et c'est un travail de vous les médias, de vous les hommes politiques, de nous, entrepreneurs, montrer que l'entreprise est sans doute la chose la plus importante qui soit, et que embrasser la révolution industrielle, c'est garantir l'avenir dont vous parliez sur le futur. Je crois qu'à la Tribune ou à BFM Business, puisqu'on est associés, c'est plutôt un combat qu'on partage et sur lequel on est là pour témoigner. Vous le reconnaîtrez, j'espère. Je rebondis juste une seconde sur ce que dit Pascal, qui est absolument fondamental. On ne peut pas réussir sur l'IA si vous n'avez pas entre les producteurs et les clients une alliance sacrée. Parce que c'est eux qui vont financer le développement des puces, de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a voulu faire entre ASML et Mistral. Mais si vous n'avez uniquement les producteurs qui vont faire les puces, les circuits, les gravures, les tablettes de silicone, et que vous n'avez pas de l'autre côté Airbus, Siemens ou d'autres grandes entreprises industrielles qui deviennent clients de ces industriels, ça ne peut pas marcher. Et c'est là que l'Europe doit opérer sa révolution mentale. Plus de fragmentation, mais une vraie intégration, une vraie cristallisation. Un mot là-dessus, Bruno Le Maire, parce qu'effectivement, ASML a pris une participation importante. Ancrer Mistral en Europe, c'était une inquiétude. Hein. Ils avaient aussi beaucoup de clients américains. On commençait à se demander si Mistral allait devenir américain. Là, ce choix d'ASML réancre très clairement Mistral en Europe. Par rapport à la question qu'on pose, c'est un sujet clé, c'est-à-dire la souveraineté aujourd'hui, les risques de dépendance, les risques de laisser partir tous nos grands champions parce qu'on n'a pas les moyens de les financer. Comment on résout, au-delà de Mistral, bon là, pour l'instant, ça commence, je ne sais pas si on pourrait aller sur les prochains appels de levée de fonds, mais on voit bien que les besoins, on va bientôt compter en dizaines de milliards ou en centaines de milliards sur cette économie de l'IA. Est-ce qu'on pourra suivre en Europe le rythme? Alors, je vais peut-être prendre la réponse avant de vous la laisser. Le paradoxe, c'est que je viens d'une structure privée, du capitalisme américain, et j'ai acquis la conviction sur ces 8 années à vos côtés et en étant proche de la chose publique, que le paradoxe, alors qu'on nous parle partout d'endettement, j'ai la conviction profonde, l'intuition basée sur une expérience cumulée forte. Je vais faire dire un truc qui va plaire à Bruno Le Maire. Absolument reprendre, mutualiser un emprunt de 800 milliards, comme on l'a fait au moment du Covid. Encore de la dette. Pourquoi peut-on le faire? Parce que si vous réfléchissez à ce qu'on appelle le sous-jacent, au patrimoine, que ce territoire-là, il est absolument extraordinaire. Et à 27, on peut aujourd'hui, pour éviter l'appauvrissement
rapide, accélérée qui est en train de se faire. Rappelez-vous la courbe du rapport Draghi. On montrait un PIB égal il y a moins de 25 ans quand je suis rentré chez Apple en 2000 et un delta qui est aujourd'hui de 60%. Si on ne veut pas rentrer et rester sur cette courbe, il faut qu'on mutualise. Et qu'est-ce qu'a l'Europe? Un patrimoine qu'aucun autre pays, aucun autre continent a. Qu'est-ce qu'a l'Europe? À 734 millions de touristes qui viennent nous voir dépenser de l'argent chez nous. C'est combien les touristes aux États-Unis? 50, 60, 70, 80 millions. Donc il faut qu'on ait une conscience aiguë de nos actifs, qu'on n'ait pas peur de l'avenir, qu'on l'embrasse, qu'on embrasse cette révolution avec toute la passion qui doit être celle d'une jeune génération qui pense que l'avenir va être bien meilleur demain. Et pour conclure, j'étais aujourd'hui, et juste pour l'anecdote, je crois qu'on a quelques minutes encore, avec le ministre de la Santé de la Tunisie. Et il me disait, tiens, vous êtes ici, monsieur le ministre de la Santé de la Tunisie. Et Pascal, j'ai 12 millions de personnes. J'ai des déserts médicaux partout dans mon territoire. Et j'ai un problème de politique de santé publique. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à la miniaturisation de tout ce qui est prise de scanners d'IRM et de radio, on peut complètement prendre les photos des seins de toute notre population féminine. Mais je n'ai pas de docteur. Je peux prendre cette information et via l'air, ramener cela à un seul même endroit et effectivement faire le scanner. Ce pays, ce continent-là, tout proche de nous, alors que je suis à Marseille, porte et ville cible de la Méditerranée, c'est 2,5 milliards de personnes en 2050. En avez-vous conscience? Et là, l'IA, c'est la seule façon de pouvoir faire en sorte que ces 2,5 milliards de personnes restent en Afrique, y vivent en bonne santé et tirent parti de cette révolution qui est en cause. Donc même quand on déporte le problème loin de l'Europe, mais à nos portes, je pense que l'IA est encore une solution incroyable. Bruno Le Maire, sur ces 1000 milliards, puisque c'est un chiffre rond, de dette de l'Europe pour l'IA, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que l'Europe pourrait se réendetter, mais à l'échelle de l'Europe et pour des investissements productifs? On utilise beaucoup le mot improductif en ce moment, peut-être un mauvais escient. Est-ce qu'un investissement productif dans cette économie du futur, c'est un peu ce que propose Draghi d'ailleurs, est-ce que c'est réaliste? Alors déjà qu'on m'accuse d'avoir fait 1000 milliards d'euros de dette en France, si j'en rajoute 1000 milliards au niveau européen, j'ai peur de ne pas sortir vivant du stade Vélodrome. Mais rassurez-vous. Cette remarque mise à part, oui, je suis convaincu que l'Europe devrait investir de l'argent public dans l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, son industrie, pour rester une grande puissance au XXIe siècle. Je rejoins entièrement ce qu'a dit Pascal Cany. Mais je reviens à ce que je vous disais sur l'état d'esprit européen. J'ai fait de la dette en commun avec celui qui était à l'époque le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz. Et j'ai le souvenir, quand j'étais nommé ministre des Finances, au moment du Covid, en 2017, je fais mon premier déplacement à Berlin. Je vois le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, qui était un homme tout à fait exceptionnel, francophile, francophone, très attaché à la relation franco-allemande, et qui me dit juste avant la conférence de presse, tu peux parler de ce que tu veux, Bruno, mais tu ne parles pas de dette en commun, c'est une ligne rouge absolue pour l'Allemagne. 2 ans plus tard, Covid, crise économique, effondrement de l'économie partout dans le monde, on l'a oublié bien entendu, mais c'était le cas. Nous avons négocié nuit et jour avec mon homologue Olaf Scholz, le président de la République avec Angela Merkel, et nous avons levé 750 milliards d'euros de dette en commun pour sauver l'économie européenne. Moi, ce qui me stupéfie, c'est qu'on soit capable de prendre ces décisions pour se protéger et qu'on ne soit pas capable de prendre la même décision pour investir et vous protéger, vous les jeunes, du risque de dépendance totale de l'IA chinoise ou de l'IA américaine. Et je trouve révoltant qu'il n'y ait pas dans les tripes européennes suffisamment de courage, suffisamment d'envie, suffisamment d'audace pour se dire, écoutez, on a claqué 750 milliards pour protéger notre économie, on peut peut-être aussi lever de la dette pour inventer l'imagerie du futur, pour inventer l'intelligence artificielle du futur, pour ne pas dépendre des systèmes d'information américains ou chinois, pour pouvoir, je reprends ton exemple, sur le cancer, sur l'imagerie médicale, sur l'immunothérapie. Il y a une explosion des cancers du sein chez les jeunes femmes, en France et partout en Europe. L'IA est une des solutions qui va permettre, avec une meilleure imagerie, de repérer plus tôt, de prévenir, de guérir massivement. Et on se priverait de ça parce qu'on n'aurait pas l'audace d'investir en commun.
Je le redis, la clé pour l'Europe, c'est de rassembler nos forces, de s'unir et d'aller de l'avant. Et constatons un instant tout de suite que 3 ans après, l'Allemagne a cassé la règle d'or, dédie 500 à 600 milliards d'investissements. Ils ne sont qu'à 85% de dette par rapport à PIB, parce qu'ils ont conscience que s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas résister à ce qui se passe sur l'automobile. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'ils en sont déjà là, et qu'on réunit l'ensemble des 27, mais peut-être que 5-6 grands pays, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Benelux au global, je pense que c'est un vrai pari sur l'avenir. Donc, si on ne le fait pas, l'Allemagne a commencé à le faire, et il faut aller dans la même direction. Surtout qu'on a des sous-jacents d'une fondation. On parle de l'Europe face aux États-Unis. Enfin, vous en témoignerez, Bruno Le Maire, aux États-Unis, la dette, ça leur fait pas peur. Ils sont à 6 points de déficit. Mais ils investissent massivement. Petite et c'est la croissance de demain. Alors peut-être la faillite des États-Unis de demain, on ne sait pas. Mais... C'est pas la dette qui est un problème en soi, c'est à quoi sert cette dette? Qu'est-ce que nous finançons avec? Je reviens à ces fameux 1000 milliards qu'on m'a mis sur le dos. Je peux vous en rendre 600 qui sont liés uniquement à la dépense sociale. Prenez-les. Le choix qui est fait en France, le choix qui est fait en Europe, mais singulièrement en France, c'est de mettre tout notre argent sur la protection sociale et sur les retraites. C'est le choix qu'on fait collectivement. Et donc, moins pour vous, les jeunes qui sont au premier rang de cette salle, moins pour l'innovation, moins pour l'industrie, moins pour le développement scientifique. Donc c'est ce choix fondamental devant lequel la France se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'on s'endette pour préparer l'avenir ou est-ce qu'on s'endette pour solder les comptes du passé? Ce n'est pas la même chose. Eh bien, je ne ferai pas de commentaires sur la situation politique actuelle. Non, mais réfléchissez par rapport à ce qui se passe je pense et vous verrez quels sont les choix qui sont faits. On va laisser chacun, notamment les jeunes gens qui sont... Et on est ravis qu'ils soient là avec nous pour cette conclusion. Méditez sur ces derniers mots, parce que le temps est passé. On aurait pu continuer longtemps, mais merci à tous les deux d'être venus au Stade Vélodrome. Et puis rendez-vous pour celles et ceux qui seront disponibles demain matin avec le professeur Luc Julia. On parlera des LLM. Merci beaucoup.